Vous avez forcément déjà entendu ce nom, Interpol. On va parler ce soir de ses révélations sur cette police sous influence, selon Mathieu Martinière, qui a mené l'enquête sur la célèbre organisation qui relie les polices du monde entier. Il est notre invité. Bonsoir Mathieu Martinière. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous avez réalisé cette enquête avec le journaliste allemand Robert Schmitt. Votre livre Interpol, l'enquête est publiée aux éditions HarperCollins. HarperCollins, donc, Interpol a fêté ses 100 ans l'an dernier, en 2023. On rappelle que son siège se situe à Lyon, en France. Vous êtes d'ailleurs vous-même journaliste lyonnais. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est le rôle, la mission d'Interpol ? Alors Interpol, c'est une organisation internationale qui est composée de 196 États membres. Son rôle, en fait, c'est de servir de canal entre les polices du monde entier. C'est comme un immense tuyau où les données, en fait, vont être mises en partage entre les différents pays, les différentes polices. Et en fait, on a souvent l'image d'un super flic international. Ça, c'est ce que va montrer Hollywood ou les polars. En fait, c'est très mythifié. Interpol, c'est surtout une organisation internationale qui est très bureaucratique. Et en fait, ils font essentiellement des formations, du support technique, et il y a 19 bases de données au sein de cette organisation internationale. Il y a une question que je me suis toujours posée. Est-ce que ce sont des corps de police physiquement il y a le logo Interpol sur leur tenue quand ils interviennent, mais est-ce qu'il y a, ce sont des polices qui sont entièrement dédiées à cela, ou est-ce que ce sont des polices qui aussi, le reste de l'année, continuent à travailler dans leur pays respectifs ? Non, en fait, Interpol n'arrête pas des criminels, contrairement à ce qui est montré dans les films. Donc en fait, c'est les polices nationales qui vont arrêter les criminels. Interpol a un rôle de coordination entre les polices sur certaines opérations. Ils vont transmettre des informations, par exemple, entre la France et d'autres pays européens. Et ils ont vraiment un rôle de coordination. Mais Interpol, par exemple, n'a pas d'habilitation à arrêter des gens, à avoir un pistolet à la ceinture, comme on le voit dans les films. Alors, avant de parler des sujets qui fâchent et qui ne vont pas plaire sans doute à Interpol, peut-être d'abord les réussites de cette organisation. On le voit nous-mêmes dans nos journaux, lorsqu'on en parle, il y a souvent des coups de filet au fil des années, tantôt contre des réseaux pédocriminels, tantôt contre des réseaux de trafic de drogue, ou contre la mafia d'ailleurs. Ouais, en fait, par exemple, il y a une opération qui marche très bien d'Interpol qui a quelques années, c'est l'opération ICANN, c'est l'opération Interpol contre la Ndrangheta, donc la mafia calabraise. C'est une quinzaine de pays qui sont partie prenante de cette opération, qui est coordonnée par l'Italie. Et ils ont réussi à arrêter une cinquantaine de personnes à travers le monde. Pour donner un exemple, il y a Rocco Morabito, qui a été surnommé le roi de la cocaïne, qui a été arrêté au Brésil il y a quelques années. Donc c'est avec l'appui d'Interpol, avec le support technique d'Interpol. Donc ça, c'est vraiment une opération qui fonctionne. Et comme quand il y a quelques jours, pour être très précis, une dizaine de jours, un fugitif en Équateur, l'ennemi public numéro 1, qui dirige un vaste cartel, est-ce que là, Interpol met son nez ou pas ? Ils peuvent avoir un rôle. En fait, il y a ce qu'on appelle les notices rouges d'Interpol. Donc c'est les personnes recherchées par des polices nationales. C'est sur le réseau d'Interpol. Donc si l'Équateur veut rechercher des criminels, ils peuvent faire appel à Interpol pour qu'ils diffusent des notices rouges à travers les 195 États membres. Alors la drogue, les armes, les médicaments aussi, ça peut être le trafic aussi d'antiquités. Les sujets sont très très vastes, on l'a dit aussi, la pédocriminalité. Pourquoi est-ce que vous avez décidé en 2013, il y a 10 ans, de commencer cette enquête ? On était deux journalistes basés à Lyon. Alors Robert Schmitt est allemand, mais il était basé à Lyon à l'époque. Et en fait, c'était une organisation qui était très peu médiatisée ou mal médiatisée. C'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a ce qu'on voit à travers Hollywood ou les romans. Le mythe, en fait. Le mythe d'Interpol, mais c'était très mal documenté, à part quand il y avait quelques opérations qui étaient menées, on avait quelques dépêches. Il n'y avait pas d'enquête sur Interpol. Donc déjà, nous, ce qu'on a voulu faire, c'était démythifier, c'était expliquer le fonctionnement d'Interpol. Et très vite, on est tombé sur une organisation qui était sous-financée. Et du coup, il y avait des dérives, il y avait des dysfonctionnements à cause de ce sous-financement. Quand vous dites sous-financement, ça veut dire qu'elle n'a pas le budget adéquat pour la vaste mission à laquelle elle doit répondre ? Oui, Interpol, c'est à peu près 150 millions d'euros de budget. Pour donner un exemple, Europol, donc, qui est l'équivalent européen, c'est 200 millions d'euros pour 27 pays membres. C'est-à-dire qu'Europol est mieux doté, a plus de salariés. Et du coup, est plus opérationnel aussi. Donc, nous, quand on a commencé cette enquête, on s'est rendu compte qu'Interpol était financé par des industries privées, comme la FIFA, Philip Morris ou l'industrie pharmaceutique. Et ça posait des questions de conflit d'intérêts. Attendez, quand vous dites qu'elle est financée à la base, ou c'est parce qu'elle manque d'argent qu'elle est allée vers des partenariats un peu douteux et bancals ? C'est ça, c'est exactement ça. En fait, à partir des années 2010, ils ont commencé à faire ces partenariats-là, parce qu'il y avait un secrétaire général ambitieux qui s'appelait Ronald Noble, le secrétaire général américain d'Interpol. Et il a voulu augmenter le budget d'Interpol, il s'est tourné vers des partenaires privés. Mais ça posait des vrais problèmes de conflit d'intérêts. Pour vous donner un exemple,
Il y a eu ce qu'on a appelé le FIFA Gate, donc le scandale retentissant des dirigeants de la FIFA qui ont été arrêtés à Zurich au petit matin. Et en fait, Interpol s'est mis à rechercher des dirigeants de la FIFA alors qu'elle était elle-même financée par la FIFA. Mais est-ce qu'elle l'a vraiment fait? Elle les a vraiment recherchés? Oui, elle a mis des notices rouges en place. Ouais. Après, ils ont tout de suite arrêté le financement de la FIFA. Forcément, ça pose un problème. On voit le conflit d'intérêts. Mais est-ce que c'est légal? C'est du mécénat? Que vient faire la FIFA pour financer Interpol? C'est du mécénat et c'est du fléchage de financement. Par exemple, la FIFA, ça servait à combattre les matchs truqués. Est-ce que les matchs truqués ou la lutte contre la corruption dans le sport, c'est une priorité en termes de criminalité? On peut poser la question si on pense à l'antiterrorisme ou à d'autres priorités en termes de criminalité. Philip Morris, par exemple, c'était lutter contre le trafic de marchandises, notamment les cigarettes. Donc on voyait que les financeurs fléchaient vis-à-vis de leurs intérêts les financements. Alors le financement, pas seulement les groupes privés, les questions d'État aussi, et vous en parlez... Page 147, en 2016, les Émirats arabes unis avaient fait une promesse de don de 50 millions d'euros à l'organisation. Montant en puissance, la Chine était devenue l'un des 3 plus gros contributeurs statutaires d'Interpol. Quand on a besoin d'argent, on va au plus offrant. Alors, en fait, il y a eu un changement de patron d'Interpol. En 2014, il y a eu un Allemand qui est arrivé à la tête d'Interpol. Il a arrêté les partenariats privés, mais en fait, il les a remplacés par des financements publics de contributions exceptionnelles d'États qui avaient des problèmes en termes de droits de l'homme. Je pense à certains pays du Golfe comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite ou le Qatar. En ce moment, on a un président émirien. On a un président émirien, tout à fait. En la personne d'Ahmed Nasser El-Raisi. Et voilà, il a été élu en 2021, 5 ans après ce financement exceptionnel de 50 millions d'euros. Donc ça pose aussi des questions de... Voilà, l'argent peut aussi donner une influence à un pays dans l'organisation. Et nous, on pose la question de l'équilibre des financements publics aussi. Mais s'agissant de cet homme, pourquoi ça a fait polémique? Il était lui-même incriminé? Tout à fait. En fait, il est accusé de complicité de torture parce qu'en fait, il a un rôle, il est inspecteur général dans son pays, il a un rôle de surveillance des prisons de son pays. Et les Émirats arabes unis sont accusés en fait de bafouer les droits de l'homme pour les prisonniers au sein de leur prison. Et donc, il y a des plaintes en cours en France, en Grande-Bretagne, notamment, puisqu'il y a eu des Britanniques qui ont porté plainte suite à des arrestations aux Émirats arabes unis. De Britanniques, en effet. Alors, votre enquête lève le voile donc, sur un fait inquiétant, l'usage abusif des fameuses notices rouges d'Interpol par des régimes autoritaires. Qu'en est-il? Une notice rouge, c'est un avis de recherche international, si on résume? Non, c'est un avis de recherche internationale, mais il faut faire la distinction entre ce n'est pas un mandat d'arrêt international, c'est-à-dire que ça n'a pas une vocation juridique, donc effectivement c'est pour rechercher à l'international des individus, mais le pays peut décider ou non de suivre la notice rouge. Alors ce qui se passe, c'est qu'Interpol a une telle aura qu'en général la majorité des pays dans le monde vont la suivre. Mais ce n'est pas un mandat d'arrêt international, il n'y a pas une notion juridique en tout cas. Et quels sont les abus? Certains régimes autoritaires, dites-vous, en abusent? Eh ben en fait, on a des pays, par exemple la Russie, la Chine, la Biélorussie, c'est des cas qu'on documente dans le livre, vont aller poursuivre des journalistes, des militants des droits de l'homme, des opposants politiques, vont les mettre dans les bases de données d'Interpol. Et ça va passer à travers les mailles du filet parce qu'on en revient au sous-financement d'Interpol. Interpol n'a pas les moyens de contrôler chaque notice rouge. Chaque État membre, parmi les 196, peut mettre un nom comme ça? C'est ça, en fait, c'est les États, c'est les polices nationales qui placent dans la base de données d'Interpol, enfin en tout cas qui demandent à Interpol de publier une notice rouge. Donc en fait l'État va émettre la demande. Lyon, donc le secrétaire général d'Interpol, va décider de valider ou non. Mais le problème c'est qu'il n'y a que 40 personnes qui sont chargées de contrôler ces notices rouges. Et en fait, c'est ce qu'on raconte dans le livre, il y a plus de 20 000 notices et diffusions rouges d'Interpol qui sont publiées chaque année. Donc voilà, il y a un manque de moyens humains pour tout contrôler. Donc il y a plusieurs centaines de cas par an d'innocents, à minima, qui sont dans les bases d'Interpol. Alors difficile de ne pas revenir aussi sur le cas de Meng Hongwei. Il préside Interpol à l'époque. Il est censé être basé à Lyon, jusqu'à preuve du contraire. 5 octobre 2018, la presse mondiale annonce qu'il est porté disparu. Il y a une enquête et puis finalement, il réapparaît en Chine. Mais pourquoi? Pour être condamné à 13 ans de prison dans cette vaste purge entreprise par le président chinois Xi Jinping contre la corruption. En quoi cette affaire est-elle quelque part révélatrice d'un malaise au sein d'Interpol? Alors là, en fait, dans cette affaire, on a Interpol qui a un petit peu délaissé son président. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a été enlevé, et on n'avait plus de nouvelles pendant quelques jours, je ne sais pas si vous vous souvenez, tous les médias du monde entier ont fait la une là-dessus. Ensuite, la Chine a communiqué sur le fait qu'il avait été arrêté. Et Interpol s'est complètement désolidarisé en disant qu'en fait, c'était un fonctionnaire de la Chine. Et c'est vrai que le président d'Interpol est bénévole, en fait, donc il n'est pas salarié directement d'Interpol. Et donc n'a jamais essayé, en tout cas, de militer pour son retour. Et ça a été un problème de la Chine. Et Interpol
avait un président et du jour au lendemain, voilà, ça montre qu'Interpol n'a pas le poids diplomatique suffisant pour pouvoir faire un bras de fer avec la Chine quand il y a et même quand c'est son président qui est concerné. Interpol donc, qui a donc fêté ses 100 ans l'an dernier. Ce qui ressort aussi de votre enquête, c'est qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Il y a un manque de contre-pouvoirs. Il y a des contre-pouvoirs, mais il y a un manque de contre-pouvoirs. En fait, on parlait tout à l'heure du groupe de travail sur les notices rouges, donc qui permet voilà, de contrôler, mais il y a des failles dans le système. Et puis, il y a un organisme indépendant aussi, mais plus ou moins indépendant parce que les membres sont nommés quand même par l'Assemblée générale. Et c'est vrai qu'en fait, vu il y a une sous-médiatisation de cette organisation, forcément, les regards sont pas tout le temps braqués sur cette organisation. Et donc nous, c'est ce qu'on veut pointer dans ce livre. Il faut en parler parce que d'un côté, Interpol veut essayer d'aller dans le bon sens, mais les États membres parfois rechignent à donner plus d'argent à Interpol parce qu'il y a de la concurrence d'autres organisations comme Europol, par exemple, alors que c'est une organisation qui est essentielle. Est-ce que c'est une organisation aussi qui parfois est mise en difficulté par les conflits interétatiques? On peut penser au niveau commercial entre la Chine et les États-Unis. On peut penser aussi notamment aux conflits géopolitiques que connaît le monde en ce moment, Russie-Ukraine. Est-ce que ça peut peser parfois dans le fonctionnement de l'organisation? Ouais, complètement. Après après l'invasion en Ukraine, Interpol, pour la première fois, a publié le nom de la Russie pour émettre des restrictions sur la participation à la base de données d'Interpol de la Russie. Donc, c'est-à-dire qu'Interpol surveille de très près la Russie. Mais oui, en fait, Interpol est une organisation avec 196 États membres, Ouais. donc il y a forcément des ennemis politiques. Et c'est à l'inverse d'Europol, parce qu'Europol est une organisation avec une culture commune. C'est pour ça que les pays parfois préfèrent communiquer à travers Europol, les pays européens, parce que on se connaît mieux, on a une culture commune, ça va plus vite, on n'est pas des ennemis politiques. Et donc voilà, c'est pour ça que parfois ça prend beaucoup de temps, c'est très bureaucratique au sein d'Interpol. Merci beaucoup Mathieu Martinière d'être venu nous parler de votre enquête Interpol, l'enquête révélation sur une police sous influence aux éditions HarperCollins. C'est signé avec Robert Schmitt. Merci à vous. Merci à vous.